Le deuxième auteur de cette émission est un vieux de la vieille. Je pense que je l'ai reçu plusieurs fois sur ces antennes. Ça fait 22 ans qu'il écrit, 22 années qu'il écrit avec une floraison de publications. Et aujourd'hui, nous allons marquer un arrêt particulier sur le château dont je rêvais qui était hanté. C'est un livre un peu comme présente la première de couverture. Je préfère dire c'est un livre noir. À l'intérieur, on parle de beaucoup de choses, sorcellerie et tout le reste. Alors, Valentin Ateba-Abin, bon après-midi, bienvenue au Point Littéraire. Bonjour, bonjour à tous les auditeurs de Royal FM. Royal FM, c'est un beau studio, il est propre. Hein? Oui. Et on a envie de rester ici. Hein? Ça fait bien. Les félicitations donc aux promoteurs qui ne ménagent aucun effort. Oui, c'est beau. Je vous assure, je connais bien la radio. Vous venez de le signaler. Je peux dire que c'est ma maison ici. Je suis venu quand on m'a sollicité et c'était pas comme ça avant. C'est vraiment beau. Sauf que vous allez rectifier quelque chose là. Oui. Donc ce sera fait. Oui. Ce que vous avez vu avait déjà été vu. Voilà. Valentin Ateba-Abin, ça fait 22 années que vous écrivez. Je dois avouer que vous avez fait dans tout, essais, biographies, romans. Alors, qu'est-ce qu'on retient, qu'est-ce qu'on garde en mémoire lorsqu'on a déjà 22 années de parcouru dans cet univers littéraire? Oh ben, on ne retient rien. Hein. On ne retient absolument rien parce qu'on n'a rien fait. On commence à Je vous assure, hein, je le dis du fond du cœur. Hein. À un moment, j'ai voulu m'arrêter pour relire tous mes livres. Je me suis rendu compte que je n'avais rien fait. Il fallait que je reprenne, il fallait que je m'améliore, il fallait que je fasse encore mieux. Je n'ai rien retenu. C'est-à-dire que la seule chose que j'ai retenue, c'est que j'ai essayé de faire quelque chose qui n'a pas été parfait. Et comment je fais pour que ça soit parfait? Et je me relance à une autre écriture, je me relance à un autre livre. Et ça va comme ça. Et à la fin, la seule chose qui m'a plu, c'est que il y a certaines personnes qui s'érigent en censeurs. Et cette censure me fait vraiment comprendre que je ne suis pas allé loin. Et comment je fais pour aller loin? Et c'est pour cela que je suis toujours en train de vouloir écrire. Donc, pour répondre clairement à votre question, je retiens tout simplement qu'on n'a pas fait assez. Et il faut aller un peu plus loin pour faire assez. Il faut dire que vous êtes un homme aux multiples facettes. Vous êtes très impliqué dans le sport féminin, le football particulièrement. Mais vous êtes également environnementaliste, enfin vous êtes dans ce domaine-là. Oui. Et on a bien remarqué que dans ce livre, Le château dont je rêvais était hanté, que vous avez quand même fait une part belle à ce domaine-là. Vous rêvez des villes propres, des villes éco-responsables en quelque sorte. Oui, tout à fait. J'ai fait, à l'époque, j'ai fait une formation, j'ai fait un cycle normal comme tout le monde à l'université. J'ai eu une licence en géographie, après j'ai fait d'autres études en environnement. Et l'écriture est influencée par tout ça. C'est-à-dire que si un médecin vous écrit un roman, si vous faites la psychanalyse de ce roman, vous allez comprendre qu'il est médecin. Oui. Et donc, ça influence notre contenu d'écriture, ça influence notre vision du monde. Naturellement. Et ça fait que parfois vous restituez cette vision du monde sans véritablement vous en rendre compte. D'ailleurs, parfois vous écrivez, l'écriture d'un roman, ça n'a rien de raison, hein? Ça n'a rien de rationnel. C'est-à-dire que ça a beaucoup plus une relation avec l'inspiration. L'inspiration, l'intuition, vous vous réveillez un beau matin, il y a des idées qui vous viennent en tête, vous couchez ça sur du papier. Sur du papier, oui. Quitte à ce que vous allez revenir et mettre un ensemble de choses en ordre. Donc, je suis vraiment fidèle, alors du moins je suis incarcéré dans cette formation qui est ma profession et je vis de cette profession et ça a une influence sur tout ce que je fais, sur tout ce que je vois
Et je me rappelle un jour, je passais à Avenue Kennedy, je voyais quelqu'un balayer et il jetait les ordures qu'il balayait dans le caniveau. Oui. Je me suis arrêté et pour lui dire que ce qu'il faisait n'était pas bien parce que il y a toujours une inondation à la poste à Avenue Kennedy. Et Oui. c'est parce que il y a un problème d'assainissement, il y a un problème d'obstruction des caniveaux et des rigoles. Oui. Et ce n'est pas un homme qui vient de Bafoussam qui vient le faire. C'est vous qui êtes sur Qui place. vivez, qui le faites. vous connaissez Donc, la réalité. Donc, quand j'écris le roman, je décris un monde, je le veux beau, je le veux absolument propre. Où il y a en le fait, nettoyage et oui, tout, oui, où les espaces réservés pour la marche et tout. effectivement. Donc, ça fait que ça a justement une influence. Peut-être que un agriculteur qui écrirait un roman il n'aurait pas forcément les mêmes détails, les mêmes détails que celui qui serait médecin ou celui qui serait... Donc il y a toujours cette influence du métier ou bien de... Qui domine. Oui, qui domine. Alors, on a bien remarqué, cette fois-ci, vous allez sur un terrain bien particulier. Tout à l'heure, j'ai dit roman noir. Le château dont je rêvais était hanté, c'est la confrontation entre le monde des lumières et le monde des ténèbres, globalement. Oui, oui, c'est... Vous savez... Le monde dans lequel nous vivons est frappé d'une bipolarité incontestable. Hein. C'est-à-dire que cette bipolarité, elle nous accompagne en tout. En tout, il y a le bien, il y a le mal. Il y a le jour, il y a la nuit. Il y a le beau, il y a le moins beau. Il y a le beau et le laid. Mais ce ne sont pas seulement des réalités simples qui nous accompagnent. Ces réalités se confrontent. Ces réalités s'affrontent et il y a des gens qui vivent justement dans les deux mondes. C'est-à-dire qu'il évolue, il s'épanouit dans le monde des ténèbres, il revient dans le monde de la lumière, Oui. il veut s'épanouir, il veut prendre tout ce qu'il a fait dans le monde des ténèbres pour le transposer dans le monde des lumières. Il y a donc le choc des contraires. Le choc des contraires naît quelque chose. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que nous voyons la vie est telle que tout ce qui est beau n'est pas forcément ce qu'il faut envier. Oui. Et nous voyons des gens qui ont pignon sur rue, et qui sont riches, qui sont au-delà même de la richesse. Oui, qui ont beaucoup d'argent, beaucoup de respect. Beaucoup de respect. On ne sait finalement pas comment ils ont fait pour être riches. Et les envier, vouloir devenir comme eux, c'est bien. Si vous allez le faire de façon honnête, si vous allez devenir comme eux de façon honnête, humainement honnête. Mais comme cela n'est pas toujours évident, vous verrez donc on admire beaucoup de belles voitures, des belles maisons. Ce château était vraiment beau. Il n'était pas seulement beau, il avait tout ce qui constitue l'attrait. D'ailleurs, vous dites que en termes de superficie, c'était pratiquement un quartier. Mais oui, et quand on le dit, vous savez, le roman a ceci de particulier qu'un roman qui n'exagère pas, ce n'est pas un roman. Il faut aller puiser dans l'imagination. Si quelqu'un est beau, il faut montrer qu'il est très beau. S'il est laid, il faut montrer qu'il est trop laid. Oui. Et qu'il ne ressemble pas à un humain. C'est-à-dire qu'une laideur qui ne ressemble pas à un humain, en ce moment-là, le roman a tout son poids. Alors ça, c'est... Vous avez vu tout un château qui prend tout un quartier, ça voulait montrer effectivement, au-delà de la grandiloquence, ça voulait montrer quelle était la place qu'occupe l'opulence, la place qu'occupe la richesse au sens profond du terme. Dans une communauté, dans un milieu où les gens vivent dans une pauvreté la plus rampante. Oui. Donc, ce monsieur était riche, et il était riche seul. Quand je dis seul, il arrivait des moments où il résolvait les problèmes de 1000 personnes à la fois, à l'hôpital et tout. Il était vraiment riche. C'était un bienfaiteur. C'était un bienfaiteur. Oui. Et comment il est devenu riche? Et quand on veut vraiment imiter ce monsieur, quand on veut entrer dans sa vie, on se rend compte que il s'est beaucoup compromis. Oui. Il s'est beaucoup compromis pour devenir riche. Avec sa première femme, des histoires terribles, elle aurait disparu. Un château rempli de tableaux. Oui. Des tableaux qui sont en réalité des totems et tout le reste. Oui. C'est un environnement qui est de l'extérieur, bien vu. Toute œuvre d'art est une œuvre spirituelle. Oui. C'est-à-dire qu'il y a un peu de l'esprit, un peu
de l'esprit qui vit dans la matière. Et c'est cet esprit que transmet l'auteur. Quand vous lisez le livre, il vous arrive parfois de pleurer quand vous lisez un roman. C'est l'esprit qui est dans ce livre qui vous fait pleurer. Oui. Il vous transmet cet esprit. C'est l'auteur qui vous transmet cet esprit. Donc, toute œuvre d'art, toute œuvre littéraire, toute œuvre culturelle est spirituelle. Mais toute œuvre d'art, toute œuvre spirituelle n'est pas forcément une œuvre magique. Donc, à l'esprit peut s'ajouter la magie. Et c'est ce qu'on vit dans cette maison où vous voyez une œuvre d'art, mais se transforme. Mais ces œuvres d'art se transforment, mutent, bougent, émettent des vibrations qui ont des influences sur vous, ainsi de suite. C'est à la fois, c'est invivable. C'est invivable lorsque vous menez. Mais alors, c'est des réalités. Vous savez, le roman, c'est comme un miroir que vous promenez dans la société. Tout ça existe aujourd'hui. Oui. Tout ça. Ce n'est pas qu'une simple fabrication, création de votre esprit. C'est pas une création de l'esprit. D'ailleurs, l'écrivain, lui, il observe. Il observe des choses qui sont dans la société et il les transforme en fiction. Mais en les transformant en fiction, il vous les renvoie à vous d'exploiter et de vous rendre compte que il m'est arrivé, j'avais écrit un livre il y a peut-être 20 ans, Une vie d'orphelin. Ben, un monsieur m'a dit, ça c'est ma vie que vous avez racontée, je ne le connaissais même pas. Donc, on voit, on observe, on retransforme, on fait un récit fictif, mais au fond, c'est peut-être la vie de plusieurs personnes rassemblées à un individu, mais chacun se retrouve et on en tire les leçons qu'on peut en tirer. Donc, je pense que il n'est pas très courant de lire des livres de sorcellerie. Je peux dire même rare, très rare. Peut-être le seul que je connais, Moutlan, ceux qui sont dans la nuit, voilà. La Société des Bienheureux. J'ai remarqué, comme moi j'ai écrit beaucoup plus, je ne suis pas un écrivain professionnel. C'est-à-dire, c'est lui qui vit matin, midi, soir de l'écriture. De l'écriture, oui. Moi, j'écris par amour et par passion. Donc, vous verrez, ceux qui sont des écrivains professionnels, ils choisissent un angle, il y va à fond. Si bien que quand vous lisez son premier roman, une fois, vous lisez le deuxième, le cinquième, vous commencez, vous savez là où il va terminer. Oui. Vous savez là où il va terminer, Gérard de Villiers, par exemple, et beaucoup d'autres que je connais. Vous allez au feeling. Moi, l'inspiration. Oui. Je peux regarder quelque chose et je regarde, est-ce que je peux transformer ça en 30 minutes? C'est-à-dire que je regarde un fait qui passe en 2 secondes. Je me dis, est-ce que je peux transformer ça en 30 minutes? Si je peux transformer cette histoire en 30 minutes, non. Je peux écrire un livre là-dessus. Alors, mais si je ne peux pas, je préfère laisser. Donc, est-ce que je peux agrandir cette histoire que je viens de lire là, bien que je viens de voir là, en 30 minutes? Si je peux, ça veut dire que je peux écrire un roman là-dessus. Le château dont je rêvais était hanté. C'est un homme qui a beaucoup d'argent, beaucoup de puissance sur le plan, notamment de l'ascendance qu'il a sur les gens. Oui. À l'intérieur, quand même, on parle aussi de mariage. Il y a une dame qui a une charge spirituelle assez énorme, qui est épousée à un enseignant et qui n'arrive pas à s'épanouir dans son couple. En réalité, elle laisse toute sa vie derrière. Oui. C'est un peu ce qu'on a souvent vu ces jours-ci avec les divorces qui se multiplient, la compatibilité, le mariage, ce n'est pas qu'une affaire d'amour. Oui, il y a beaucoup plus que ça. Le mariage n'est pas forcément une affaire d'amour. Le mariage est mystique. Le mariage, tout mariage est mystique. Alors, toute relation intime, toute relation intime est mystique. Oui. Toute relation intime est mystique. Et je vais plus loin. Toute union sacrée, donc, si je prends le mariage comme une union sacrée, toute union sacrée est même magique. Ah bon? Pourquoi? Parce que il peut vous arriver d'être amoureux d'une femme, elle aussi très amoureuse de vous. Il n'y a aucune incompatibilité. Aucune. D'ailleurs, vous avez les mêmes visions, vous avez les mêmes. Vous avancez à un moment, chacun prend son chemin et vous ne vous mariez pas. Il faut quand même vous poser des questions. Mais pourquoi? Mais on a cru que tout était bon, non? On a cru qu'on avait tout rassemblé. C'est pour ça que je dis que c'est mystique. Donc, si on va plus loin,
on va voir que même dans les mythologies, la femme est celle qui protège l'homme. De tout point de vue. Oui. De tout point de vue. Peut-être là on parle de mystique, mais il y a quand même un côté de sensibilisation qui indique que la femme doit être l'arrière de son mari. Oui, ça, même si on ne le dit pas, c'est établi comme ça. Oui. C'est-à-dire que on n'a pas besoin de le dire, c'est comme ça. C'est comme ça. Si vous croyez le contraire, c'est que vous vous trompez. La femme est l'arrière de l'homme. Même quand vous êtes petit ami, petit ami, c'est comme ça. Et donc si tu ne peux pas comprendre ça, c'est que tu n'as rien compris et tu vas toujours te buter. Donc ça fait que quand vous voyez deux personnes se mettre ensemble, il y a toujours un côté mystique. Un côté mystique. C'est comme je dis toujours que même le rapport sexuel n'est pas un simple plaisir. Oui. C'est pas un acte banal. Non, c'est pas un acte banal. C'est un acte hautement, à la fois hautement spirituel et hautement mystique. Donc ça fait que cet homme a cherché longtemps. Il n'a pas trouvé quelqu'un qui pouvait vibrer autant que lui, charge. Ou alors qui pouvait avoir une charge vibratoire, une charge mystique. Comme et c'est ça qui fait à ce qu'ils se mettent ensemble. Et quand ils se mettent ensemble, ils ne se mettent pas ensemble parce que tel est beau, parce que tel est belle, ou même parce que tel est riche. Mais il y a eu d'autres choses qui ont prévalu à cette union. C'est justement cette charge mystique, cette charge vibratoire que les deux avaient. Et il y a eu se compléter en quelque sorte. Il y a eu une compatibilité. Et c'est cette compatibilité qui a permis à ce qu'ils évoluent. C'est pour cela que chez nous, on vous dira toujours que un homme qui n'est pas chargé, ça c'est pour parler terre à terre, un homme qui n'est pas chargé ne peut jamais épouser une femme qui n'est pas chargée. Les deux vont ensemble. Soit les deux ne sont pas chargés, ils sont tous des va-nu-pieds, ou alors des hommes vides, des simples. Non, ils vont ensemble. Soit un est chargé et il va chercher la femme qui est chargée et ils vont se mettre ensemble. C'est pour cela que il y a des choses qui vont dominer leur union. Ce ne sera plus on s'entend bien, on se comprend bien. Non, c'est pas important. On s'entend de l'autre côté. Et c'est de l'autre côté, la vie de l'autre côté qui est importante. Oui. On ne vient de l'autre côté encore que pour passer un peu quelque temps. La meilleure vie, c'est celle que nous vivons là-bas. Ce qui se passe dans la nuit. C'est ça. Donc ça fait que... Et il y a donc un enchevêtrement. Il y a un mélange, je ne sais pas s'il est homogène, s'il n'est pas homogène, s'il est harmonieux, s'il n'est pas harmonieux, mais il y a un mélange entre ces êtres qui vivent dans les ténèbres et qui reviennent vivre dans le monde des lumières et qui sont avec nous et qui mélangent et confondent ce qu'ils faisaient dans le monde des ténèbres. Ils veulent absolument le faire dans le monde des lumières. Ça fait un frottement explosif. Ça fait un frottement explosif, si bien que parfois vous voyez les conséquences le jour, mais en fait ce ne sont que des effets, des petits détails de ce qui s'est préalablement fait la nuit. Dans le noir. Oui. Est-ce que il ne vous est jamais arrivé l'histoire qu'on raconte dans le livre, mais elle est totalement une histoire réelle, où quelqu'un vous dit vous pouvez pas me soigner. Moi je vais vous dire, j'avais un petit neveu qui a été frappé. Et je suis allé lui rendre visite. Je lui ai demandé si on peut aller à l'hôpital. Il me dit non. Si on peut aller ici, il me dit non. Et il m'a prononcé un terme. Si mes neveux me suivent, ils vont savoir ce que je dis. Il m'a dit l'esprit est atteint. Mais l'esprit est atteint. Est-ce que ce n'est pas la matière qui atteint l'esprit? Et il est mort quelques minutes après. Oui. Et tout le monde voulait me demander, il t'a dit quoi? Il t'a dit quoi? Il t'a dit quoi? Et comme je n'avais rien à cacher, j'ai dit ce qu'il m'a dit. Donc c'est pour vous dire que je suis gêné. Je suis gêné moi-même d'écrire sur des choses déjà écrites. C'est-à-dire que le seul roman où je vais sortir un roman bientôt sur... c'est un thriller politique. Bon, c'est un peu gênant parce que tout le monde écrit politique, tout le monde parle politique. J'ai essayé de faire un peu comme il fallait un peu être original, quoi. Mais la thématique, c'est la politique. Donc, j'essaie de vouloir sortir des sentiers battus pour ne pas lasser le lecteur. Pour que le lecteur lise un peu quelque chose de nouveau, et qu'il nous apprenne
que ce que vous avez dit de nouveau, vous aurez dû orienter ça comme ça, vous n'avez mal écrit, ça c'est ce qui nous intéresse. Oui. Donc c'est pour cela que j'essaie d'aborder des thématiques qui ne sont pas des thématiques usuelles. Oui, il y a aussi la question, moi j'ai lu au-delà pour éviter d'entrer dans l'histoire parce que les auditeurs potentiels lecteurs vont tout à fait lire l'histoire qui est assez alléchante. Il y a l'affaire de la photo, la photographie. On peut faire beaucoup de choses avec votre image. Oui, bien quelque sûr. chose qu'on pensait banal. Oui, Faites bien attention, tous ceux qui sont avec des photographies, qui parfois se filment ici et là, Sauf que, et abandonnent les photos. sauf que moi, je ne peux rien faire avec votre photo. Franchement, je ne peux rien faire avec votre photo. Alors, une autre histoire, je suis dans le cadre de mon travail en mission à Marois. J'apprends qu'il y a un gars là à l'hôpital, un gars Betty qui est à l'hôpital là, il est malade. Je dis, il est d'où? On dit, je dis, allons, je vais lui rendre visite quand même. J'arrive, je lui demande où il est, il n'est pas loin d'ici, il n'est pas loin de moi quand même. Puis on cause, quand je dis, je reviens demain te rendre visite. Tu as qui ici? Il dit, non, pas grave, ma femme n'est pas là, je suis venu ici, je viens travailler, je m'en vais. Bon, bref, pour faire court, un monsieur m'interpelle. Il me dit, tu connais le monsieur là? Je lui dis, oui, je le connais. Il dit, moi je fais le tour des hôpitaux aussi, mais moi je soigne. Il ne peut pas se soigner là. Je dis, ah bon, oui, il ne peut pas, il va mourir. Il ne peut pas se soigner là. Il faut l'amener chez moi, je vais le soigner. Je dis, non, pas besoin, moi je viens, je m'entretiens avec toi comme ça. Tu me dis ce qu'il faut pour que tu le soignes. Alors, je vais chez lui, il me dit, bon voilà, il faut me donner quelque chose. Tu as dit que c'est ton frère, non? Oui, non. Donne-moi. Un outil personnel. Oui. Non, il est allé loin. Il me dit de lui donner soit une goutte de mon sang, soit du sperme. Pourquoi? Il me dit, non, on va faire le transfert. J'ai dit, vous comprenez ce que ça veut dire? Vous parlez pas un naïf. D'ailleurs, moi, je ne suis même pas parenté à lui. Il dit, oh non, laisse tomber. Si tu n'es pas parenté, ça ne peut pas donner. Même si vous m'aviez donné, ça n'allait pas donner. C'est là où je voulais en arriver. Même si vous m'aviez donné, ça n'allait pas donner. Il faut, parce que ce qu'il a fait, c'était un problème de sang. Il faudrait donc qu'on puisse substituer aussi par le sang, afin que lui, il puisse vivre. On marque un break, on revient. Royal FM. Il est 16h. Avec Orange, c'est 50 voyages tout frais payés pour le Maroc à gagner. Pour en profiter, souscris à Orange Bonus au dièse 111 étoile 1 dièse ou via l'application Max Elite. Orange est là. C'est également un livre d'à peu près 160 une page, hein, un livre bien. Il faut avouer que j'ai pris le temps de le lire et j'ai tenté de dire est-ce que les plus jeunes doivent lire ce livre? Qui doit finalement lire ce livre? On risque de ne pas dormir la nuit, hein. Bon, je ne sais pas. C'est à vous de me dire si les plus jeunes peuvent le lire. Mais j'ai essayé quand même de donner le livre à un de mes enfants qui a lu et qui m'a fait la remarque que c'est pas très facile, c'est très dur. Oui. Les histoires qui sont racontées là-dedans, c'est un peu très dur. Donc, je pense qu'il faut lire parce que c'est comme, vous savez, les interférences mystiques ne se font pas au hasard. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas dans le même champ vibratoire que quelqu'un, il pourra faire tout ce qu'il va faire là-bas, après ça ne vous dit rien. Vous aussi, vous pourrez faire ça. À l'époque, aux années 1999, quand vous aviez une puce MTN, et l'autre avait une puce qu'on appelait Mobilis, après c'est devenu Orange, et l'autre avait une puce Mobilis, vous ne pouviez même pas appeler quelqu'un de l'autre MTN, réseau. Oui, de l'autre réseau. Il n'y avait que ceux qui étaient dans le même réseau qui pouvaient s'appeler. C'est la même chose. Vous ne pouvez pas, pour que tu fasses du mal à mon fils, il faut que je te transmette mon fils. Oui. Vous ne pouvez pas lui faire du mal, mystiquement. Il faut que je vous transmette mon fils. Lui, il est innocent. Il n'a rien fait.
il est même quelqu'un de correct, il n'est même rien, mais je vous le transmets et vous le frappez. Tant que je ne vous l'ai pas transmis, vous ne pouvez pas le frapper. Et vous pouvez même prendre la photo de mon fils. Vous ne pouvez rien faire avec. Il faut que je prenne la photo de mon fils. Je vous la donne. En ce moment-là, vous... Donc, sinon, l'humanité allait mourir en grappe, comme on dit. Oui. L'humanité allait mourir en grappe. Oui. Et j'avais un ami. Vous savez, j'aime causer avec des gens et c'est là où je tire mon inspiration. J'avais mon ami, il est mort. Hein. Il n'est pas allé loin à l'école et chaque fois, c'est lui qui me recevait au village quand j'arrivais. Et je marchais avec lui et parce qu'il me mettait à l'aise. Et il semble qu'il avait un outil que lorsqu'il lance ça sur un arbre, l'arbre sèche. Il lance ça sur une chèvre, la chèvre meurt. Et un monsieur lui dit, si tu tentes ça sur l'homme, on va mourir. Je ne comprenais rien. Tout le monde le fuyait. Et après, un monsieur m'a dit, ce monsieur va te tuer. J'ai dit, non, il ne peut pas me tuer, c'est mon ami. Et il me dit, non, il m'avoue donc là où il est allé prendre cette affaire. Donc, pour dire quoi? Vous pouvez voir un monsieur, il est puissant, il sait d'où il tire sa puissance. Oui. Et il n'est pas puissant parce que c'est Dieu qui lui a demandé d'être puissant. Mais il tire sa puissance du diable. Oui. Il tire sa puissance des pratiques maléfiques. Et il domine le monde avec tout ça. Et ça fait que, à la fin, lorsqu'on le dit, ce n'est pas pour célébrer ça. Parce que je ne vais pas aller loin plus que vous. Vous savez comment ça se termine. Oui. Cette histoire se termine. Donc, il faut absolument lire. Hein. Ouais. Ce qui se passe généralement dans le noir finit souvent... Donc, mathématiques, c'est quoi? C'est que je suis foncièrement un fils de lumière. Ça a une influence sur un ensemble de choses dans ma vie. Et je démontre, bon, moi je suis dans mon camp. Un autre écrivain qui est fils des ténèbres, il va démontrer le contraire. C'est ça la vie, on avance ensemble. Tout à fait. Moi je démontre donc qu'il y a une guerre entre les fils de lumière contre les fils des ténèbres. Et la bataille est si rude que c'est l'enfant de lumière qui finit par remporter. Ça, c'est ce que je conclus. Mais je ne le conclus pas comme une sentence péremptoire. Mais je le conclus comme un maillon de la vie, un maillon de la vie. Et un autre maillon de la vie peut conclure autrement. Oui. Ouais. Alors, Valentin Ateba-Abin, en tout cas, je vais vous remercier. Où est-ce on peut avoir le livre? Si on est à Yaoundé ou bien dans d'autres pays ou dans d'autres villes? On peut le trouver partout dans les librairies et dans les librairies de la place Peuple Noir et tout ça. Mais je préfère quand même dire quelque chose. Je vais dire quelque chose, c'est que nous sommes dans un contexte où la politique du livre n'est pas... On n'a pas de politique du livre au Cameroun. Et quand je parle de politique du livre, je parle de toute la chaîne de production du livre. Donc, il faudrait arriver à repenser la politique du livre et à consolider les maillons de la chaîne, les libraires et tout. Donc c'est pour ça que aujourd'hui le maillon le plus sûr où on peut trouver le livre, c'est l'auteur. Oui. C'est l'auteur. Parce que parfois, la librairie a fini de vendre le livre, l'éditeur vous tourne, la librairie tourne l'éditeur. Finalement, vous ne savez même pas qu'est-ce que vous faites. Donc, je pense que c'est important. C'est important d'arriver à ça. Et je remercie tous ceux qui nous encouragent. Oui. Royal FM et vous-même avec tout ce que cela comporte. D'accord. De toutes les façons, merci Valentin Ateba-Abin. Les auditeurs qui sont intéressés par votre livre peuvent venir vers nous et nous allons les rediriger simplement vers vous. Zéna, merci d'être passé à la radio également. On imagine que le livre est également disponible et que les auditeurs pourront venir vers nous pour l'avoir. Mesdames et messieurs, la deuxième partie, c'est dans quelques minutes. Yo, 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 yo,
Kanye Karfailana Poletu Nina Kenyate Nana Yadi Nina Kenyate Nana Yadi Nina Kenyate Nana Yadi Nina Kenyuyate Nana Yadi Nina Kenyuyate Nana Yadi Nina Kenyuyate Nana Yadi Nana Yaye Femedi Sofe Sorokole Nana Yaye Femedi Sofe Sorokole Tendo Dani Lala Poletu Nana Yaye Femedi Sofe Sorokole Nana Yaye Femedi Sofe Sorokole Tendo Dani Lala Poletu Yama Kotien Musayama Kotien Yama Kotien Musayama Kotien Wariane do Kotien Lana Poletu Yama Kotien Musayama Kotien Yama Kotien Musayama Kotien Wariane do Kotien Lana Poletu So funny money love Benny Diana Mole, so funny money love. Benny Diana Mole, Nelola Nilana Poletu. So funny money love. Benny Diana Mole, so funny money love. Benny Diana Mole, Nelola Nilana Poletu. Ah, Ejakite.